Bonjour tout le monde. Dans la capsule vidéo d'aujourd'hui, nous allons étudier ensemble le théorème central limite. Le théorème central limite, c'est une notion statistique importante en théorie statistique et c'est important pour nous dans notre cours de méthode quantitative de bien la comprendre. Pour bien la comprendre, je suggère donc de faire une expérience avec vous qui va nous permettre de déterminer deux des grandes conclusions du théorème central limite. Et donc, avant d'aller plus loin dans le TCL, donc TCL, théorème central limite, laissez-moi commencer par vous montrer les paramètres de ce que vous voyez à l'écran, qui vont être les paramètres de notre expérience. Vous avez à l'écran un site Internet dans lequel on a enregistré une base de données. La base de données contient 1056 films, donc N, 1056 films qui ont été enregistrés à Hollywood. Pour nous, ça va être une population, ça. Donc, une population de 1056 films. Pour les 1056 films, la base de données a enregistré le budget pour la création du film. Vous avez donc des films qui ont coûté très cher à produire. Par exemple, vous avez ici un film qui a coûté 300 millions de dollars à produire, un film qui a coûté 365 millions, mais vous avez également des films qui ont coûté beaucoup moins cher. Et donc ça, c'est la distribution de 1056 films qui ont été enregistrés à Hollywood. Pour ces 1056 films-là, la moyenne de budget par film correspond à 51 millions de dollars, donc mean, et vous avez un écart type qui correspond à 57,9 millions de dollars. Ça, ce sont des statistiques descriptives pour ma population de films enregistrés à Hollywood. Le théorème central limite en statistique, c'est un théorème qui nous permet de faire des liens entre un échantillon tiré d'une population et la population elle-même. Et donc, nous, ce qu'on va vouloir vérifier avec notre expérience aujourd'hui, c'est la chose suivante. Si je pige dans ma population ici un échantillon, disons, de 50 films, est-ce qu'avec un échantillon de 50 films, je suis capable de prédire le budget moyen pour la population? Donc, je pige au hasard 50 films. Est-ce que les 50 films que j'ai pigés vont prédire que ça coûte en moyenne 51,3 millions de dollars produire un film? Ça, c'est la première chose qu'on veut vérifier. On appelle ce concept-là le biais. Est-ce que mes échantillons sont capables de prédire correctement la moyenne de la population ou est-ce que systématiquement, je vais sous-estimer et ou surestimer la population? Génial. Ça, c'est le biais, c'est la première chose qu'on veut vérifier. La deuxième chose qu'on va vérifier, c'est la précision. C'est-à-dire qu'intuitivement, vous comprenez qu'un échantillon de 50 films est affecté par le hasard. Donc, c'est possible que j'ai des échantillons de 50 films qui surestiment la population et d'autres qui le sous-estiment, dépendamment de si je suis chanceux ou non quand je construis mon échantillon. Eh bien, à l'aide du théorème central limite, on va voir qu'on est capable de quantifier cette chance-là. Excellent. Donc ça, ce sont les paramètres de mon expérience et je vous propose donc de la commencer, l'expérience. Tombons tout de suite dans le vif du sujet. Si je choisis un échantillon de 50 films, donc vous avez ici, là, vous voyez dans le haut là, de ma page, sample size n égale 50. Donc, si je choisis un échantillon de 50 films, est-ce que je suis capable de prédire la population? L'expérience va être la suivante. Je vais générer un échantillon. Vous voyez dans mon espace graphique présentement un point qui s'est ajouté. Ce point-là ici, il représente quoi? Il représente mon échantillon et vous pouvez voir qu'en moyenne, mon échantillon a trouvé qu'un film coûtait 42 millions à produire. Vous avez ici donc la présence d'un biais. Pourquoi un biais? Parce que la population, ça devrait être 51,3 millions, mais mon échantillon prédit une valeur moindre. Je suis donc négativement biaisé. Là, je vous entends déjà crier par-dessus mon écran et dire, Marc-André,
c'est peut-être juste une question de chance. Si tu avais un échantillon différent, peut-être que ton échantillon ne serait pas négativement biaisé. Alors, produisons un deuxième échantillon, vérifions. Je vais générer un deuxième échantillon. Vous avez maintenant dans mon graphique 2 points. Vous avez le premier point ici, qui est un échantillon pour lequel on estime 37 millions de dollars en moyenne par film, et un deuxième échantillon pour lequel on estime qu'un film coûte 42,3 millions. J'ai maintenant 2 échantillons qui sont négativement biaisés. Et là, vous vous posez tout de suite la question, est-ce que ça va toujours être le cas? Est-ce qu'à chaque fois que je vais tirer un échantillon de 50 films, je vais systématiquement sous-estimer la valeur de la population? On veut vérifier ça. Donc, vérifions le biais, mais pas avec 1 ou 2 échantillons, mais allons-y avec un volume important d'échantillons pour enlever le hasard un petit peu là, de notre réflexion. Donc, je vais générer 1000 échantillons au hasard. L'espace graphique, maintenant, il contient 1000 points. 1000 points. Chaque point correspond à un échantillon de 50 films pour lequel j'observe une moyenne de coûts par film. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que oui, j'ai encore des échantillons qui vont sous-estimer la valeur des films, mais j'ai aussi des échantillons qui vont la surestimer, la valeur des films. Peut-être qu'on peut les regarder dans le graphique, donc laissez-moi faire un petit peu des dessins sur cette image-là. Donc vous voyez ici, du côté gauche, j'ai des échantillons qui sous-estiment grandement la valeur des films, mais j'ai aussi des échantillons qui la surestiment. J'ai des échantillons qui sont négativement biaisés et des échantillons qui sont positivement biaisés. Mais quand je regarde l'ensemble des échantillons, je remarque que l'ensemble des échantillons est plutôt proche. Hein? L'ensemble des échantillons, généralement, est proche de la moyenne de la population. Et si je prenais chacun des points et que je faisais la moyenne, donc je fais la moyenne de la moyenne des échantillons, hein? C'est ça qu'on fait. Donc la moyenne de la moyenne des échantillons me dit qu'un film coûte 51,57 millions à produire. Et ça, ben, c'est plutôt proche, là. C'est plutôt proche de la moyenne de la population. Qu'est-ce qu'on déduit de ça? On déduit que, en moyenne, j'ai pas de raison de penser qu'un échantillon va être biaisé. Donc, si je choisis un échantillon aléatoirement dans ma population, a priori, je n'ai pas de raison de croire que mon échantillon va sous-estimer ou surestimer la valeur de ma population. Et ça, c'est parfait. C'est la première conclusion du théorème central limite, et c'est les fondements essentiellement de l'inférence statistique. Je peux faire confiance à mon échantillon pour me donner une valeur qui devrait être raisonnablement similaire à celle de la population. Par contre, il y a maintenant un deuxième problème vers lequel on doit se tourner, et c'est le problème de la précision. La précision me dit quoi ici? Elle me dit que ma population présentement, hein, donc ma population, elle a des paramètres, il y a 1056 films, et parmi les 1056 films, vous avez une moyenne de 51 millions. Et si je tire des échantillons aléatoirement de ça, ben, je vais avoir des échantillons qui vont se situer plus ou moins proches de la moyenne. Donc, j'ai des échantillons qui vont prédire, par exemple, 30 millions. J'ai des échantillons qui vont prédire des moyennes de 75 millions. Et ça, ben, c'est pas très précis. Hein, j'ai des échantillons qui divergent grandement de la moyenne. Est-ce que maintenant je suis capable de caractériser cette incertitude-là, ce manque de précision-là? La réponse, c'est oui. Et comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, grâce à une notion que vous connaissez déjà, qui est la notion de la loi normale. Quand vous regardez la distribution de mes moyennes d'échantillons, vous voyez qu'elle suit une forme avec laquelle on est familier, c'est-à-dire la forme de la loi normale, une forme en forme de cloche.
Et cette forme de cloche-là, on est capable de la décrire par la loi normale, et on se souvient que la loi normale, elle est composée de deux paramètres. Une loi normale est composée d'une tendance centrale, qui est une moyenne, et elle est composée d'un écart type. Et ce qu'on va chercher à faire essentiellement maintenant, c'est de voir quels sont ces paramètres-là de ma loi normale. Quels sont les paramètres qui décrivent la distribution des moyennes d'échantillons de 50 observations qui sont tirées de ma population. D'abord, la moyenne est plutôt simple. La moyenne de ma distribution, ici, par le théorème central limite, correspond à la moyenne aussi de ma population. Et nous, dans ce cas-là, la moyenne, elle est indiquée ici, c'est 51,7 millions. Ou arrondissons là comme ça au dixième, c'est 51,6 millions de dollars. Ça, c'est notre moyenne. Vous avez aussi un écart type maintenant à cette distribution-là. Et c'est là que les étudiants généralement ont de la difficulté. Et donc ici, on va faire attention à notre vocabulaire. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche l'écart type de la distribution des moyennes d'échantillons. Ce que je vois souvent auprès des étudiants, c'est que vous allez regarder l'écart type plutôt de la population. Donc, la population a un écart type d'environ 58 millions. Et donc, vous prenez l'écart type des observations de la population et vous l'inscrivez dans l'écart type de la distribution des moyennes d'échantillons. C'est une erreur. Vous ne devez pas faire ça. Pourquoi est-ce que vous ne devez pas faire ça? Parce que vous étudiez deux phénomènes différents, là. L'écart type de votre population, ça représente quoi? Ça représente l'écart type de la distribution des films de la population. Vous cherchez l'écart type de la distribution de la moyenne des échantillons. C'est pas la même chose, là. Vous ne pouvez pas juste prendre votre écart type de la population. Ça ne fonctionne pas. OK, ça va être quoi d'abord l'écart type de ma loi normale? L'écart type de votre loi normale va dépendre de deux choses. Donc, laissez-moi le noter ici. Deux choses qui vont affecter l'écart type de la distribution de votre population. La première chose, c'est bien évidemment la taille de votre échantillon. Quand vous avez un échantillon qui est très grand, eh bien, généralement, vos prédictions vont être plus précises. Pourquoi? Parce que si vous avez des valeurs extrêmes qui se glissent dans votre échantillon et qui viennent la biaiser, eh bien, généralement, ce que vous allez observer, c'est que les valeurs extrêmes vont être noyées dans toutes les valeurs standards ou les valeurs normales que vous auriez dans un grand échantillon. Par contre, si vous avez un petit échantillon et que vous n'êtes pas chanceux et qu'il y a des valeurs extrêmes, eh bien, l'effet des valeurs extrêmes va se faire sentir davantage. Donc, clairement, la taille de votre échantillon va affecter la distribution de vos moyennes d'échantillons. Le deuxième facteur qui va affecter la distribution de votre loi normale ici, ça va être l'écart type des observations dans la population. Pourquoi l'écart type des observations dans la population? Laissez-moi vous faire ici un exemple. Imaginez que vous cherchez à prédire l'âge des étudiants d'une classe de maternelle. Ça va être très facile à prédire parce qu'il y a peu d'écart dans votre distribution, dans votre population. C'est-à-dire qu'à la maternelle, les enfants ont tous 4 ou 5 ans. Et donc, même si votre échantillon est tout petit, vous savez que vous n'allez pas vraiment vous tromper parce que votre population est très homogène. Par contre, imaginez que vous essayez de prédire l'âge d'une classe d'université. Là, votre population est beaucoup plus hétérogène. Vous avez des personnes de 20 ans qui commencent l'université. Vous avez peut-être des gens de 30-40 ans qui font un retour aux études, de la formation continue. Des personnes âgées qui veulent rester intellectuellement actifs. Et donc là, la prédiction est beaucoup plus compliquée. À l'aide de ces deux paramètres-là, on peut déterminer l'écart type de la distribution. Comment? Avec une équation mathématique. Et ici, je ne vous expliquerai pas d'où provient l'équation mathématique, c'est plutôt complexe.
Donc, vous devez me croire sur parole. Donc, ces deux paramètres-là vont déterminer l'écart type de la distribution des moyennes d'échantillons grâce à l'équation écart type des observations de la population divisé par racine carrée de la taille de l'échantillon. Dans notre cas, donc, l'écart type de ma distribution des moyennes d'échantillons va être égal à quoi? Bien, ça va être égal à, donc d'abord, l'écart type de la population, qui est de 57,9 millions. Donc, 57,9 millions, divisé par la racine carrée de 50 observations. Donc, vous avez 50 observations dans chaque échantillon. Et vous allez sur votre calculatrice, vous pitonnez ça et ça va vous donner environ 8,23. Donc, ma loi normale ici, et tiens, on va changer de couleur pour bien le voir, on va y aller, disons, en mauve. Donc, ma loi normale ici, elle va suivre ma distribution va suivre une loi normale centrée autour de 51,6 avec un écart type de 8,235. Donc 8,235. Donc ça, c'est l'écart type de ma distribution. Et voilà, vous venez d'obtenir le deuxième critère, en fait, le deuxième concept du TCL, du théorème central limite. Lorsque vous avez une population qui a certaines caractéristiques, les caractéristiques qui sont présentées ici, vous pouvez générer des échantillons aléatoires de 50 observations par échantillon qui vont vous donner des moyennes, donc des moyennes d'échantillons qui vont se trouver quelque part dans cette loi normale-là. La majorité du temps, vous allez être proche de la moyenne de la population, mais on ne peut pas exclure que certaines fois, une population vous donne des échantillons avec des valeurs plus extrêmes. Dernier truc que je voulais voir avec vous et qui va être important pour nous pour la suite du cours, et c'est l'idée que si une population peut générer des échantillons qui ont différentes valeurs, ben, il faut admettre à ce moment-là que c'est possible qu'un échantillon puisse provenir de différentes valeurs de la population. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je trouve un échantillon de 50 films qui me dit par exemple qu'un film, ça coûte 40 millions en moyenne à produire, ben, on doit admettre que ce n'est pas nécessairement la réalité dans la population et qu'il y a donc une marge d'erreur dans la façon dont on estime une valeur de la population à l'aide d'un échantillon. Et on va approfondir ce concept-là dans la prochaine capsule en discutant dans la notion d'intervalle de confiance.